Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je voulais vous parler ce matin de notre fameux anticyclone qui est présent depuis déjà quelques semaines sur la France, occasionnant du beau et grand soleil, avec une absence de vent en tout cas ces derniers jours. Et évidemment, depuis une quinzaine d'années, c'est récurrent, cela occasionne des pollutions dans les villes. Alors c'est pas le climat qui occasionne des pollutions, c'est qu'elles sont moins évacuées que quand il y a du vent ou même de la pluie pour faire retomber les particules au sol. Et on vient nous expliquer de manière assez récurrente et pour tout dire un petit peu agaçante pour le monde agricole que nous serions en partie responsables de ces pollutions avec l'utilisation de cet épandeur d'engrais qui est situé derrière moi pour l'épandage justement des engrais à cette période de l'année. Alors j'aimerais un petit peu vous recaler les choses parce que encore une fois c'est de la désinformation pour la simple et bonne raison déjà, c'est qu'on épand des engrais donc du mois de février jusqu'au mois d'avril-mai, donc par petites séquences, puisqu'en fait l'apport azoté se fait en plusieurs fois, donc ça c'est un des engrais que nous apportons. Dans certains cas, certains apportent des engrais avec multiples éléments dedans, donc du phosphore, de la potasse, du soufre, etc. Donc ils sont apportés aussi sur la culture ou avant des semis, donc pour les cultures de printemps qui se font en ce moment, orge de printemps, betteraves, etc., etc. Alors, là où j'aimerais apporter un complément d'information, c'est que depuis les années 60, on met des engrais. Depuis les années 80, à peu près, les quantités à l'hectare avaient atteint un pic, en fait, qui ne fait que de redescendre depuis les années 80. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on met 4 à 5 fois moins d'engrais de fond, ce qu'on appelle, donc les engrais qui contiennent du phosphore, de la potasse, etc., que nos parents et grands-parents. Ça, c'est un fait, hein. On n'épand plus des produits poussiéreux comme par le passé. Les engrais sont aujourd'hui compactés ou cristallisés, ou bref, il y a différentes méthodes qui font qu'aujourd'hui, grâce aussi aux épandeurs d'engrais qui se sont améliorés, on a peu ou pas de poussière derrière, selon les produits bien sûr. Et pour ce qui est de l'azote, on met moins d'azote aujourd'hui qu'on en mettait dans les années 80. Ça aussi, c'est un fait. Donc, dans les années 80, visiblement, il y avait moins de pollution, donc il serait quand même bien que chacun prenne ses responsabilités. À chaque fois, ça ne peut pas être l'agriculteur. Pour la pollution de l'eau, c'est en grande partie aussi la même chose. On aura sans doute un jour l'occasion d'en parler, parce que le dossier nitrate, il est immense, et c'est une contre-vérité qui fait son chemin depuis des années. Mais on va dire que c'est quand même un petit peu toujours la même chose, hein, un peu trop facile. Donc, concernant l'azote aujourd'hui, on a des limitations de quantité depuis des années et malgré les conseils qui sont faits, les agriculteurs mettent moins que ces conseils qui sont donnés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour mettre une quantité d'azote dans les champs, on doit se baser sur une moyenne quinquennale, donc c'est-à-dire sur les 5 années précédentes de nos résultats de rendement. Alors c'est là qu'il y a un petit peu un problème de fonctionnement, puisque aucune usine, par exemple, se baserait sur la plus mauvaise de ces années pour définir son avenir. Et dans le monde agricole, c'est comme ça que ça marche, c'est-à-dire qu'on nous fait une moyenne sur 5 ans, donc vous faites vos rendements sur 5 années, vous enlevez la plus mauvaise et vous enlevez la meilleure, vous obtenez donc une moyenne sur 3 années qui vous fait un niveau de rendement que vous envisagez pour l'année suivante. Donc évidemment, si vous prenez des mauvaises années consécutives liées par exemple au climat, vous avez des moyennes qui ne reflètent pas ce que vous faisiez depuis 10 ans par exemple, par le passé en tout cas. Et ça, c'est un vrai souci parce que ça conduit les agriculteurs vers une forme de baisse de production. En tout cas, ils ont une autorisation moindre d'apporter une certaine quantité d'engrais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le plan prévisionnel de fumure. Donc en fait, on fait ce système-là informatiquement. Voilà, il y a un petit logiciel. On rentre la culture, le rendement, la moyenne quinquennale, et ça nous donne par des données scientifiques qui sont faites par nos instituts de recherche en fonction de la variété de blé que l'on va faire. Je donne l'exemple du blé. Ça va nous donner tant d'unités par quintal produit qu'on aura le droit de mettre dans les champs. Donc les unités, c'est des kilos de l'azote en tant que tel que l'on va apporter sous différentes formes, liquides ou solides. Donc évidemment, ça c'est la première possibilité. Donc ça nous donne un droit qui souvent est largement inférieur à ce que nos parents et grands-parents, je le redis, mettaient. Par exemple, aujourd'hui, on peut avoir des droits à 160 unités, 160 kilos d'azote sur un blé, qui n'est pas la quantité que l'on mettait il y a ne serait-ce que 7, 8 ou 10 ans, qui était plutôt de 180, et puis certaines régions, en fonction des potentiels de rendement, pouvaient monter à 200, 220 unités. Mais ça, c'est quelque chose qui est statique depuis des années. La deuxième solution, et qui vient en complément de la première, qui est le plan de fumure, donc qui est un peu virtuel, on est un des derniers pays européens d'ailleurs à le faire,
Ça tombe bien puisque ça fait travailler beaucoup de monde autour du monde agricole. Certains agriculteurs payent pour faire ça, hein, ce qui est quand même un petit peu dommage. Et surtout, ça ne les satisfait pas puisqu'en fait, ils savent qu'avec cette quantité d'azote, vu les moyennes quinquennales qui diminuent, finalement, ils risquent de se pénaliser. Et c'est encore plus valable pour certaines cultures comme le colza ou le maïs ou d'autres cultures. Donc à partir de là, il y a une deuxième solution qui est au moment de la dernière feuille, on va avoir un outil, plusieurs outils existent, où on va mesurer la fonction chlorophyllienne de la plante. C'est-à-dire, plus elle va être foncée, la couleur, plus on va estimer qu'il y a de l'azote présent à l'intérieur de la culture. Et donc, ça va en diminuer la possibilité d'en apporter un complément. Donc, c'est à ça que servent ces systèmes-là. Donc, il y a différents systèmes. On pince les feuilles. Il y a des espèces comme des détecteurs de métaux un petit peu qui servent à mesurer la réflectance. Alors, évidemment, en fonction du soleil, etc., ça joue beaucoup. Et puis, le troisième élément, c'est en fait Airbus avec l'aérospatiale, etc., qui utilise un avion, qui mesure ça à grande échelle, donc à échelle d'auteur d'avion, bien sûr, qui passe au-dessus de vos parcelles, évidemment moyennant un abonnement que certains arrivent à payer, qui vaut 10 €, 15 €, 17 €, ça dépend des secteurs, de l'hectare. Et donc au final, ça va leur donner une quantité possible à apporter. Alors moi, par mon expérience de terrain, je vois beaucoup d'acteurs dans différentes régions, et ça fait 25 ans que tous les ans, le téléphone sonne, suite à ces conseils qui sont retournés par ces outils prévisionnels, on va dire. Et en fait, ça leur donne des quantités d'azote, donc ils ne veulent surtout pas mettre, ils trouvent ça aberrant. Ou dans l'autre sens, des quantités tellement faibles qu'ils se disent ça ne peut pas fonctionner. Par exemple, une betterave qui reçoit habituellement 90 ou 100 unités d'azote, par exemple, va avoir un conseil où avec 30 unités d'azote, mais personne ne s'engage. C'est-à-dire qu'on écrit ce conseil-là, mais l'agriculteur reste seul responsable. Si jamais il met 30 unités et que le climat fait qu'il n'y a pas la libération d'azote prévue, etc., il peut se retrouver dans une situation compliquée. Et ce qui est pervers là-dessus, c'est une mesure que l'on fait en janvier-février qu'on appelle le reliquat azoté. En fait, on fait un carottage dans le sol à 50, 60, 70, 80, 90 cm, ça dépend des régions. Et on mesure 1, 2, 3 horizons de 30 cm, la quantité d'azote ammoniacal et nitrique présente dans le sol et qu'on suppose disponible pour la plante. Donc ça vient en soustraction de ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la moyenne quinquennale qui donne droit à tant d'unités. On soustrait cette fourniture par le sol qu'on estime, et en fonction de ça, les agriculteurs se retrouvent à mettre telle ou telle quantité en moins. Alors finalement, le bilan que je ferai de toutes ces années où il y a du conseil, etc., c'est que déjà d'une, les agriculteurs essayent de mettre à peu près ce qu'ils mettaient par le passé, c'est-à-dire qu'en gros, ils sont plutôt moins 10 ans par rapport aux conseils qui sont proposés, puisqu'en fait, pour avoir de la qualité, notamment en céréales, ce qu'on appelle les protéines, il est souvent demandé de faire des apports de compléments d'azote frais à partir de l'épiaison du blé pour que cet azote-là vienne faire une sorte de protéine artificielle qu'ont besoin les boulangers, en tout cas là-dessus Inusrine. Et surtout que plus il y a un niveau de production important, plus cette protéine se dilue sur la quantité produite. On ne peut pas faire et beaucoup de protéines et beaucoup de rendement. C'est très très difficile, ou alors ce serait à des niveaux azotés qu'aucun agriculteur n'accepterait de faire. Donc moi, le bilan que je ferai, c'est que toutes ces années-là, on met moins d'azote que nos parents, on la répartit sur plus de longueur. Les agriculteurs, pour certains en tout cas, travaillent sur les formes aussi, apporter des formes les plus efficientes possibles, donc avec moins d'unités, être aussi efficient qu'avec plus par le passé. Par exemple, un engrais liquide mis à 220 unités est moins efficace qu'un engrais solide, sous une forme ammonitrate qui va être apportée à 160 unités avec du soufre par exemple. Ça, c'est des ratios importants. Donc c'est comme ça que les agriculteurs, avec les années, ont économisé l'engrais. Et c'est la même chose pour les engrais de fond, où par le passé, on apportait plutôt des résidus de sidérurgie. Par exemple, je donne l'exemple pour le phosphore et la potasse, qui étaient les scories. Donc il y avait de la chaux aussi dedans, donc du calcium. C'était un produit très poussiéreux, qui s'épandait parfois jusqu'à 1 tonne, 1 tonne 2, les anciens mettaient. Aujourd'hui, les agriculteurs, quand ils apportent une centaine d'unités de phosphore et de potasse, en tout cas pour les plus performants, souvent moins même. Certains continuent de mettre 500, 600 unités, mais c'est vraiment des cas isolés. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, on nous déclare responsable d'une partie de la pollution, alors qu'on met bien moins d'engrais que par le passé. Et donc voilà, donc à chacun de prendre ses responsabilités, ce serait bien, pour une fois. Donc cette vidéo s'adresse peut-être plus d'ailleurs à nos amis citadins qui peut-être ont une idée sur ce sujet. Voilà, juste leur préciser que voilà, en gros, les agriculteurs d'aujourd'hui mettent moins d'engrais au global qu'il y a 25 ou 30 ans
Et pourtant, la pollution, il y a 25 ou 30 ans, elle n'existait pas dans les villes. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Hein. Donc, à chacun de prendre ses responsabilités et peut-être de réfléchir à la source réelle de pollution. Voilà, on ne peut pas accuser le climat alors qu'en fait, le climat ne fait que diluer et parfois même de nous renvoyer la pollution des villes à la campagne. Voilà. À bon entendeur, les amis, si vous avez besoin d'autres renseignements, on aura l'occasion de parler des engrais dans le détail puisque ça m'a été demandé plus sur l'aspect technique, mais là ça s'adressera davantage aux agriculteurs. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.